Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors, j'ai prévu un programme assez chargé, donc je vais pas vous faire une intro de 3 heures, on va plutôt commencer tout de suite. J'étais en train de préparer le déjeuner et en cherchant ce que j'allais faire, dans le congélateur, je suis retombé sur ça. Des simili poissons panés de la marque Moving Mountain que j'avais commandé sur le site Vegetal Square et ben, j'avoue que je les avais un peu oubliés au fond du congélo, sous les sacs de légumes. Et là je suis retombé dessus, mais oui, c'est vrai, j'ai ça, faut que je le teste. Bon alors forcément, on va le tester ensemble pour voir ce que ça vaut, parce que c'est un produit que je ne connais pas. Alors c'est vrai que Moving Mountain, c'est une marque que j'apprécie particulièrement pour ses saucisses un peu à l'anglaise aussi, ainsi que les steaks à burger. Hein. Tout ce que j'ai goûté de chez eux est vraiment qualitatif, et c'est dommage finalement que cette marque soit pas plus distribuée. Mais au moins, voilà, chez Vegetal Square, on peut faire le plein, ils ont quasiment toute la gamme, si ce n'est toute la gamme. Donc là, on est sur un poisson pané façon filet, ça se voit sur le dessin. D'ailleurs, comme c'est une marque qui est principalement vendue en Angleterre, on parle bien du classique un peu fish and chips britannique. Donc ça va être sympa, je pense. Alors maintenant, j'ai forcément un point de comparaison, puisque les derniers simili poissons du genre que j'ai pu goûter, c'est ceux de la marque Eura, qui sont particulièrement bien faits et réussis, tant en goût qu'en texture et en odeur. Donc, il y a un challenge. Est-ce que c'est à l'équivalent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est juste différent? Qui est justement le point que je souhaite, que ce soit différent. J'aime bien que les produits soient complémentaires. Mais on va regarder ça tout de suite. Voyons. Ouh. Déjà, c'est des belles pièces. Hein, voilà. On a quand même quelque chose qui est une belle panure. Alors, on est sur une panure, non pas à l'anglaise, justement, mais plutôt version panko. Et à travers le produit congelé, je ne sens pas d'odeur fishy. Alors que chez Eura, rien que l'ouverture de la boîte, c'était déjà un bouquet aromatique marin en pleine face. Là, ça va, c'est neutre. Bon, maintenant j'ai regardé les instructions et on va faire cuire. Ah bah c'est pas du tout écrit en français, il va falloir traduire. Donc ce sera dans une poêle avec un peu d'huile. On va cuire ça à feu moyen pendant 8 à 10 minutes sur les deux côtés, en les retournant régulièrement jusqu'à ce que les côtés soient légèrement brunis, browned, doré, ce serait plus le terme, oui. Voilà, allez, voyons, ouais, je pense qu'on est bien, la poêle et l'huile sont bien chauds, hop. Et hop, c'est parti. Ah, on vous a dit de retourner de temps en temps. Hein. Moi, je suis sage et discipliné. Bon, déjà, j'ai pas cette odeur de marée qui envahit la cuisine. Là, ça se colore bien, hein. C'est pas mal. Et voilà. Ah, ils sont beaux, hein. Ouh. Allez, c'est l'heure du test, la découpe. Bon, déjà, la panure est bien croustillante. Et voyons la texture. Oh là là, franchement, c'est intéressant, hein. Bon, goûtons. Ah, le nez est légèrement marin. Mais ça n'empeste pas la poiscaille, quoi. C'est déjà assez rassurant. Ouais, il y a quand même un truc. Bon. C'est pas mal du tout. On a une texture où on sent une fibre, oserais-je dire une chair, se détacher en bouche, être assez souple et moelleuse. Mais on sent de la structure.
Et c'est assez poisson quand même. Ouais, voilà, dans mes lointains souvenirs. On s'approche de ce genre de sensation en bouche. La panure est très croustillante tout là-dedans, elle a un bon crunchy, très agréable, pas trop épaisse, pas trop fine, donc très satisfaisante. Je suis très très content. Au niveau des arômes que j'ai en bouche, on a un côté marin, on a un côté iodé, c'est pas sursalé, c'est pas ultra parfumé, c'est moins puissant que Eura. Forcément, je compare avec ce que je connais, hein, mais c'est moins puissant, c'est peut-être un peu plus délicat, si j'ose dire, mais c'est... Voilà, on est proche d'un côté un peu Colin Palné, quoi. C'est ce type de poisson. Pas des trucs avec beaucoup de caractère, mais quand même qui ont une petite identité qu'on reconnaît parmi tant d'autres. Ah. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. J'ai vraiment l'impression que le simili-poisson, c'est un peu le nouveau sujet à explorer et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai, c'est vrai. On est très très limité dans le choix. Les produits sont pas forcément, jusqu'à présent, hyper convaincants, bien que il y ait des choses. Eura en est un parfait exemple. Mais là, Moving Mountain, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi qualitatif. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc, mon souhait que ce soit différent est exaucé. Voilà. C'est pas la même école, c'est pas la même panure, c'est pas la même texture, c'est pas la même saveur, mais c'est aussi crédible, c'est aussi réussi. Donc, je suis très très content de cette découverte. Et donc, forcément, hein, si vous voulez trouver ce Moving Mountain fish fillet, vous aurez du mal en magasin vegan. Je pense qu'il y en a chez mon épicerie Paris. Sinon, vous faites comme moi, vous allez sur Vegetal Square directement et vous commandez. Et n'oubliez pas le code de promo. Hein, c'est toujours important, ça fait toujours plaisir. Surtout, c'est un lien affilié, donc ça soutient mon travail si vous passez par là. Mais je ne vous en veux pas si vous allez ailleurs. Cette semaine, on a regardé une série sur Apple TV et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Hello Tomorrow, qui est une série dans une ambiance rétro-futuriste années 50. Et pour vous donner un petit peu l'histoire, sans vous révéler quoi que ce soit, on va suivre en gros un vendeur et son équipe qui vend aux gens des lots de résidence sur la Lune. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on est dans un univers rétro-futuriste et si l'esthétique est très clairement estampillée années 50, on se retrouve quand même avec différents éléments alternatifs comme par exemple, oui, vous avez de superbes voitures. Oui, même moi qui n'aime pas les voitures, j'admets que l'audace de l'esthétique design des voitures des années 50 ont un charme particulier. Vous avez donc ces voitures, mais qui n'ont pas de roues, qui sont sur apesanteur. Vous avez des petits robots qui s'occupent de la livraison des journaux, comme serveurs dans les bars, dans les restaurants, à porter les valises dans les hôtels. Vous avez des cravates automatiques qui vont faire le nœud tout seul. Vous avez, bref, plein de petits éléments de technologie à gauche, à droite, qui n'ont jamais existé. Ah, d'ailleurs, il y a un ancêtre de FaceTime. Production Apple oblige, hein, il y a toujours une petite allusion, même si c'est pas estampillé. Il y a dans les hôtels et chez les gens des télévisions noir et blanc avec caméra et micro. On peut appeler les gens pour faire du FaceTime. C'est assez marrant. Et ça choque pas, parce que l'esthétique est là et fait en sorte que c'est crédible. J'avoue, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée, ce mélange entre des technologies du futur que nous, on n'a même pas encore, et l'esthétique à l'ancienne, ça a un charme fou. Mais revenons à l'histoire elle-même. Tout va se jouer en 10 épisodes sur un doute qui va vite transparaître sur est-ce qu'il y a, oui ou non, quelque chose sur la Lune? Est-ce que c'est une grosse arnaque? Ou est-ce que, oui,
il y a effectivement un entrepreneur qui a construit des choses sur la Lune et qui met en vente un truc exceptionnel. On ne sait pas. Alors, là où ça peut être un peu gênant, c'est qu'il y a plein d'éléments qui nous font comprendre que les gens acceptent parfaitement cette possibilité qu'on puisse aller sur la Lune sans souci, alors que nous-mêmes, on est encore très très loin. Ça choque personne. C'est normal. C'est une opportunité comme une autre. Il te vend des appartements sur la Lune comme il te vendrait un appartement à la montagne pour aller faire du ski. Et tout le monde trouve ça très bien. Donc, quelque part, dans l'univers, c'est que c'est tangible. Alors qu'aujourd'hui, nous, même avec notre connaissance, on vous vendrait quelque chose sur la Lune, on vous dirait, bah non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Je ne vais pas vous révéler le twist, l'histoire, le pourquoi, le comment, la réalité, le faux, sinon ça perd de sa saveur. C'est comme mélangé aussi à une histoire personnelle, donc de Jack, le vendeur en chef, qui a abandonné sa famille 20 ans plus tôt et qui va retrouver son fils et essaye de renouer. Donc il y a tout un côté humain aussi derrière cette histoire, c'est pas que de la SF, c'est pas que une intrigue, non, il y a différents éléments. Bref, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est fini? Il y a une fin. Il y a une fin, mais une fin avec une certaine ouverture qui nous permettrait de penser qu'il y a moyen facilement de faire une seconde saison. Donc à voir, mais c'est pas frustrant d'en arriver au dernier et 10e épisode en se disant ah d'accord. Non, il y a des réponses, il y a quelque chose. Donc je vous laisse regarder. Si vous l'avez vu, je suis curieux d'avoir votre opinion parce que c'est assez atypique comme série, mais en tout cas, c'est beau, c'est bien joué, c'est bien rythmé, on s'ennuie pas et l'histoire est originale. Bon les amis, il est temps de vous faire découvrir encore une nouvelle adresse. Et cette fois-ci, c'est la Belgique qui vient en France, c'est Bruxelles qui s'installe à Paris. Nous sommes chez Buddy Buddy, qui est un concept de café, mais aussi marque de beurre d'oléagineux, qui est typiquement un truc installé en Belgique. Et ils ont décidé d'ouvrir à Paris. Donc j'y suis. Et le lieu est plutôt canon. Bon alors bien sûr, si je vous parle de Buddy Buddy, c'est qu'il y a un petit plus, c'est que tout est complètement vegan, mais c'est pas marqué. Bon, c'est marqué plant-based discrètement, mais c'est un coffee shop avec du café de spécialité, des petites pâtisseries, et ils disent rien. Voilà. Moi j'aime bien cette stratégie aussi. Et alors pour info, pour les connaisseurs de café, le café qui est utilisé ici, c'est du café de chez Mock, qui est un torréfacteur de Bruxelles de très bonne qualité. Donc, ouais, on est bien. Alors, derrière moi, vous avez tous les beurres d'oléagineux, hein, les pots. Et c'est assez créatif. Hein. Vous avez bien sûr du beurre de cacahuète standard, mais vous n'avez pas que ça. Loin de là. Je vous laisse découvrir, parce que c'est pas le sujet du jour. Mais vous allez sur le site, vous aurez tous les parfums. Bon, bien sûr, pour découvrir cet endroit, je suis accompagné de Laura, Marie et Flo, la fine équipe. On a tous pris, je pense, des trucs d'à peu près différents sur les pâtisseries, les boissons, je sais pas. Alors moi, j'ai pris la spécialité de la maison, la signature, c'est le Buddy. Le Buddy de chez Buddy Buddy. Et c'est une boisson chaude qui peut être aussi froide, avec une base de beurre de cacahuète, de cacao, de café et de lait d'avoine. Le latte un peu riche, enfin le mocha, peanut butter. Bon, ça m'intrigue. C'est l'heure de goûter. Alors déjà, il y a une belle maîtrise du latte art. Alors peut-être que pour vous, c'est vraiment insignifiant, mais moi je trouve ça rassurant sur la maîtrise. Ok. Donc, cheers. Bon, alors, c'est surprenant. Rassurez-vous, je vais pas faire de suspense. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est assez riche, c'est dense. Forcément, on a une base de beurre de cacahuète,
ça donne du corps. Mais c'est assez harmonieux entre le café, le chocolat et le beurre de cacahuète. Ça recrée quelque chose. Et puis, il y a ce côté très crémeux du lait d'avoine. Donc, ça remplit bien l'espace. Le palais est nappé. Plein de sensations. Donc, c'est très gourmand. C'est très, très gourmand. Allez, c'est l'heure de la petite douceur. Alors, il y a du choix en termes de pâtisserie. J'ai choisi de prendre le brownie. Alors, le brownie, il est dense. Hein. Ça n'a pas une texture de brownie, c'est plus quelque chose de très, très compact. Mais ça a l'air bon. Ah oui, c'est la cible parfaite. Ah ouais. La texture n'est pas orthodoxe, mais c'est une tuerie. Ouais, très très bon. Et il y a un petit coup de brownie quand même. En fait, en bouche, vous avez plus une texture un peu de fudge qu'autre chose. Et ce qui est très séduisant. Hein, franchement, je ne goûte pas mon plaisir. Mais si vous attendez un brownie un peu pâtissier, un peu classique, homemade, attendez quelque chose d'un beaucoup plus travaillé, un peu plus fin et à la fois plus riche. Bref, je trouve ça gagnant personnellement. C'était trop bon. Moi, j'ai pris le donut qui était fourré avec une confiture de myrtille, mais il y en avait énormément. C'était trop bien, cette dégoulinée. J'en ai encore sur les doigts, c'est pour vous dire. Je suis un gros sale. Et j'ai pris la boisson qui s'appelle praliné café, je crois. Donc, qui est le penchant. Et c'était super bon, super gourmand. J'adore, franchement. Très belle adresse. Je reviendrai assurément. Moi, franchement, coup de cœur pour cette nouvelle adresse. Je trouve que c'est ultra gourmand. J'ai pris une boisson chaude au chocolat et au praliné sans café, parce que moi, j'aime pas le café. Trop bon. C'était vraiment, c'est vraiment super gourmand comme boisson. Je me suis régalée. Et j'ai pris un Cruffin qui était délicieux. Et j'ai eu la petite surprise quand j'ai croqué plusieurs fois dedans d'avoir une bonne crème pâtissière à la vanille dedans. J'ai adoré. Le seul truc que je trouve un peu dommage en fait dans le lieu, c'est que c'est très beau, ça a été fait par des architectes, mais je trouve que c'est pas très confortable. Et ça donne pas envie de rester trop longtemps, quoi. Mais bon, c'est peut-être fait esprit. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une belle adresse. Je suis aussi du même avis que Marie sur le fait que c'est un lieu qui a beaucoup de charme, qui a du caractère, qui est étudié en termes esthétiques, et ça fait plaisir à l'œil. En termes de confort, moi qui aime bien les sièges, être sur un tabouret, je suis moins fan. Et on peut pas rassembler les tables parce que c'est des trucs en béton fixe. Bon, en même temps, voilà, si vous venez à 2, ça va bien se passer à 4. Voilà, il y a un petit peu de distance entre nous. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Et alors maintenant que j'ai enfin fini mon buddy, eh ben c'est pas du tout écœurant. J'avais un peu peur quand même, hein, vu le mélange, que la première gorgée se passe bien et qu'au fil du temps, on se dit bon, eh ben, à un moment, je sature. Et pas du tout, ça se boit tout seul. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est pas hyper sucré non plus. Bref, de l'équilibre et du plaisir, comme ma pâtisserie. Donc, vous avez compris que j'ai apprécié, nous avons apprécié, Laura a apprécié, même si elle ne dit rien face caméra. Donc, on va revenir. Oh oui. Et oui les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview parce que vous aimez ça, vous en redemandez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter une petite interview inédite avec monsieur Disc, Hard Disc. Parce que vous ne le savez peut-être pas, parce qu'il est très discret sur la question, mais le bonhomme est vegan. Et ça fait plaisir. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Alors là, déjà, vous voyez que monsieur me reçoit chez lui. Ouais. On est à domicile là dans le studio, c'est cool. Ça fait plaisir. Au moins, on a comme un certain confort, une certaine qualité. Ouais. C'est feutré, hein. Et à côté club. C'est ça, avec juste d'énormes projecteurs. C'est ça. Mais bon, je pense que ça va être bien agréable. Bah déjà, est-ce que tu peux expliquer ta chaîne? Parce que moi, je te suis depuis des années et toute vidéo qui sort sur ta chaîne principale ou sur ta chaîne secondaire sur Hard Disc TV. C'est très drôle parce que j'ai appris ça plus tard alors que moi Ouais. en fait je te suivais de genre hey, il fait des trucs cons dans les salons genre Veggie World, c'est rigolo, tu vois. Moi je t'ai découvert sur ta démo de l'œuf. Et oui, La c'était démo un de- smile. Ouais.
Et en fait, je me souviens que j'avais dit à ma meuf, parce qu'on te regardait dans la scène, et j'avais dit à ma meuf, tu vois, genre, il vient d'inventer la façon la plus chiante de faire un œuf possible, tu vois. Exactement. Et j'étais admiratif. Parce que j'étais là, vraiment, il y a une préparation, il y a une congélation, il y a un machin, il y a un technique. truc. Mais moi, j'adore. En fait, j'adore la tech en général, et les trucs food tech. Parfois, les gens sont un peu là, genre, tu sais, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais Ah oui, tout à genre, fait. tout ce qui est viande clonée et tout, j'adore. Ah oui. Tous les processus les plus chelous possibles, avec des machins, des trucs, j'adore. Mais de toute façon, moi, comme je le dis souvent, hein, la cuisine, c'est de la physique et de la chimie. Bon, et de l'art. C'est la croisée de plusieurs mondes, mais voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, tu fais de la tech, mais tu fais pas de la tech comme tout le monde. Pour nous présenter très vite fait aujourd'hui, on raconte des histoires sur des choses incroyables qui se sont passées dans l'univers pop culture tech. C'est assez large, mais on a beaucoup agrandi l'audience ces dernières années. C'est vrai. Avant, on parlait beaucoup plus d'audiovisuel, parce que moi, c'est le monde dans lequel je viens. Je me souviens d'ailleurs, c'est le moment où je n'accrochais pas à ta chaîne. Je te l'avais même dit que parce que c'était très niché. Et en fait, on s'est déniché avec le temps. Et aujourd'hui, pour présenter très vite fait, si vous ne me connaissez pas, je fais ça. Voilà. Mais il faut apprendre à le connaître. Ça vaut la peine. Moi, je rate pas une seule vidéo. C'est très très drôle. Pas une seule. Là, ce matin, j'ai regardé la vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire. Exactement. C'était bien. C'était bien. Bon, alors, je vais te poser la question traditionnelle que je pose à tout le monde. C'est depuis quand? Depuis quand tu es vegan? Et quel est le switch qui a fait que tu y es allé? Je sais plus depuis quand, parce que je me gourre toujours entre 2016 et 2017. C'est pas très grave. Mais c'est l'un des deux. Ouais. Alors, ça nous donne une fourchette, quoi. C'est une fourchette de entre 5-6 ans, un truc comme ça, quoi. Et pourquoi, comment, en fait, c'est à moitié ma copine, parce que c'est elle qui m'a poussé à me re-questionner sur le truc. Bien sûr. Mais j'avais déjà connu des gens qui étaient véganes, j'ai déjà fait, ces gens-là. Je bouffais déjà du Violife, des machins. Enfin, tu vois, j'étais pas complètement extrait du truc. Ouais. Mais c'est elle qui m'a poussé à m'y intéresser. Et en fait, moi, je suis très souvent aux États-Unis. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, bah, tu sais quoi, pour les US, vas-y, essaye de bouffer que vegan pour voir ce que ça fait, de machin, de trucs. Et en fait, c'était une super idée parce que moi, je suis, du coup, c'est Los Angeles où je suis très souvent. Et c'est extrêmement facile. Ouais. C'est pas que c'est extrêmement facile, c'est que c'est une blague, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a la mayonnaise Follow Your Heart dans les machins trucs. Si t'es bourré à 2h du mat, t'as un veggie grill à tous les coins. C'est trop facile, en fait. Et en fait, c'était génial parce que j'ai bouffé plein de trucs. Qui dit Los Angeles dit cuisine mexicaine. Donc, t'as beaucoup de trucs de tacos, de machin. Et même, ce qui est trop cool, des petites mémés de 80 berges qui vendent des tacos dans la rue, tu vois, genre, et qui font des trucs vegan au milieu de la nuit, tu vois. Donc, t'as plein de bouffe, mais de bouffe cool, tu vois. Ouais. Et donc, c'était une super bonne expérience. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai juste plus racheté de produits non vegan. Et voilà. Bon. Allez, et c'est parti. C'était bien, et voilà. C'est ma vie désormais. C'était un peu ça, tu vois. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Ouais. Moi, j'aime bien. Bon, alors la question, forcément, en étant vegan, toi-même, t'as dû comme t'intéresser un peu plus à la cuisine. T'aimes bien cuisiner? J'aimais bien cuisiner déjà avant. Ah. Donc ça aide. J'aimais bien cuisiner avant. Après, je suis devenu meilleur cuisinier en étant vegan. Bah, bien sûr. Parce que j'étais dans le triptyque français. Morceaux d'animal crevé, patates, légumes. Voilà, tu vois ouais, protéines, féculents. Voilà, la triforce franco-française de base, tu vois. Donc j'étais beaucoup là-dedans, mais j'aimais déjà cuisiner, je me faisais déjà un petit peu chier et tout. Mais ouais, en étant vegan, en fait, tu découvres plein de trucs et des cuisines d'autres univers, typiquement, tu vois, faire du seitan de maison, faire des currys, faire des... Faire tout, quoi. En fait, faire tout, tu vois. Et c'est marrant, j'aime beaucoup, j'adore ça. C'est vraiment un divertissement de cuisiner, tu vois. Alors, c'est quoi ton plat favori? T'as un plat signature? Ouais, alors... Le plat de la honte? Le plat de la flemme? Tu veux mon plat de la honte? Allez, vas-y. Les pâtes au fromage, mais en nul. En fait, c'est pas un mac and cheese. Non, non. C'est la version du bled. C'est la version de la street quand tu rentres chez Watt et que t'es bourré. Des pâtes, n'importe lesquelles. Crème de soja. Ouais. Nooch, nutritionaliste. Voilà. La levure maltée. C'est ça, voilà. Moutarde, très légèrement. Ouais. Scrub, et voilà. Enfin. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mon repas de je rentre chez moi le soir et j'ai la flemme, je suis mort, machin. Je fais presque pire parce que moi, mon repas de la flemme, c'est pâtes. Ouais. Je pense qu'on est dans la team pasta, de toute façon. C'est pâtes, pesto et sauce au piment. Ouais, très bien. Il y a un pesto vegan trop bien que j'achète souvent. Ouais. Je sais plus qui le fait, Bariage. Ah ouais, je n'aime pas trop celui-là, mais je trouve trop gras. Ah, moi, je suis accro à ça. Je préfère celui de chez Koro. Ah, je le connais pas. Ah, oui, mais avec plaisir. Très bien. Mais ouais, non, en fait, c'est con, mais juste une base crème soja et... Oui, et levure maltée
et puis un petit peu de moutarde pour Ça voilà. relève un peu la sauce. Et voilà. Voilà. Bon, après tu peux aller plus loin, mais c'est une base. Non, mais là c'est. C'est pas la base si honteuse, je trouve. Non, tu fais ça parce que tu es rentré chez toi en lime à 2h du bar, que tu as 4 pintes dans le gosier et que tu rien mangé. Et voilà, c'est cette recette. Tu vois. Ah, d'accord. C'est la recette d'un univers. Tu vois. Oui, Non, oui. c'est pas une recette incroyable, mais elle est là. tu vois. Mais elle vaut ce qu'elle vaut. Et alors, tu as une recette un peu plus noble. Ouais, je fais beaucoup de tartes. Parce que pareil, en fait, c'est génial parce que la tarte, tu peux te faire chier pendant une demi-heure à préparer une base un peu sympa et après tu fous ça au four pendant 40 minutes, fin de l'histoire. Et de la lasagne. La lasagne, ça rentre bien. Ah bah oui. Et après, tout ce qui est cuisine mexicaine, mais ça, c'est culture de Los Angeles aussi. Ça doit te bien imprégné, oui, quoi. vraiment, ouais, ça m'a beaucoup imprégné. Et ça fait 10 ans que je vais là-bas maintenant. tu vois. Mhm. Et ouais, donc tout ce qui est cuisine mexicaine, tu vois, tacos, burritos, des bases de nachos, des bases de trucs, tu vois, du chili sin carne, des trucs un peu sympas quoi. Ok, cool. Voilà. Bon alors, forcément, tu t'intéresses aux produits à un moment ou un autre en tant que consommateur. Mhm. Et tu l'as évoqué, mais la food tech, Ouais. tu as vu les évolutions depuis que tu es dans le game? Ah ouais. Alors moi, le truc qui m'a impressionné, mais qui commence à dater un peu maintenant, c'est la façon que Beyond a amené de travailler de la protéine de pois Ah oui, avec du heme là pour faire du. c'est pas eux, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible. C'est hallucinant. Et moi, c'est les deux innovations qui Ouais. m'ont vraiment hypé de ouf. Et là, en ce moment, je me tape une énorme déterre sur le clonage. Énorme. Donc, t'as Memphis Ouais. Farm Hmm. qui fait de la viande. Alors, je sais que ça pose débat chez les vegans et tout, mais moi, c'est mon truc. Voilà, foutez-moi la paix. Ouais. Mais du coup, Non mais je suis d'accord. moi j'ai mon point de vue parce que je m'estime à la base Ouais. comme végétalien avant d'être vegan. Donc moi l'idée de manger Ok. de la viande sans souffrance animale mais qui reste quand même de la chair alors, reconstituée. c'est là où il y a ça, une non. différence chez plein de vegans, c'est que moi, j'ai jamais eu, et je pense que j'aurai jamais le dégoût de la viande. Ah, moi j'aimais pas la viande. Voilà. Moi, j'ai toujours adoré Ouais. ça et j'ai arrêté parce que c'est complètement crétin de zigouiller des animaux pour ça. On est d'accord. En revanche, je mangerai de la viande clonée parce que, tu vois, l'idée de faire une picouse à une vache et de faire l'équivalent de 45 tonnes de steak me dérange pas particulièrement, honnêtement. Tu vois, je comprends que ça dérange, je vois les arguments, machin. Personnellement, ça me pose pas de problème. Est-ce que j'en mangerai tous les 4 matins? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, je fais 100 et je fais 100 très bien et je fais des trucs super bons sans, mais j'ai pas de problème moral à manger de la viande clonée, tu vois. Je comprends. Après, il y a des probabilités que ça coûte un bras. Ah bah ça va coûter 300 000 balles au début, hein. Donc Oui, ça mais d'en c'est prendre déjà un le temps, cas. hein. Oui, c'est déjà le C'est cas. déjà le prix. Mais hein, tu vois, c'est- je suis beaucoup donc Memphis Farm, qui est une boîte israélienne qui fait ça, Oui. sur de la viande, et je suis aussi énormément, bon Just, mais ils arrêtent un peu Just, ils ont fait ça sur du poulet vite fait, et surtout une autre boîte, mais dont je me souviens plus du nom, qui en plus c'est en Californie, qui fait de la mozzarella. Oui, ils font du avec des fromage. bactéries. Avec des bactéries. Avec des bactéries où c'est du lait sans lait, en fait. En fait sans lait. Mais c'est du lait. Mais ils récupèrent la bactérie qui fait que ça fermente correctement et que ça fait de la vraie mozzarella entre guillemets, tu vois. Ouais. J'adore. Moi ça c'est la nouvelle évolution que je trouve absolument géniale. Parce que voilà, en fait tout ce qui peut servir à faire des trucs qui se mangent, qui sont chouettes, qu'on soit vegan ou pas, et qui fait qu'on zigouille pas des animaux, pour moi c'est juste un truc qui va dans le bon sens, tu vois. Donc cool, tu vois. C'est un point de vue qui se tient, Ouais. honnêtement. C'est vrai que moi, je le partage pas, mais à Mais alors, titre par contre, personnel. comme je connais pas beaucoup de gens comme toi, c'est quoi l'argumentaire exactement inverse? Ça m'intéresse beaucoup. La non-nécessité. Aujourd'hui, on a la preuve qu'on peut vivre en ayant une alimentation 100% végétale, Bien sûr. sans aucun problème, sans aucune Bah, comme déficience. toi et moi. Voilà. On a le problème de la B12, bien évidemment, mais pour le reste, On le cache-t-on tous les matins comme voilà, mais on est d'accord. C'est pas un problème, ouais. Ce n'est pas un problème. Ouais. C'est juste, il faut en avoir conscience. Et le corps médical français accompagne pas suffisamment cette prise de conscience. Donc, Ah, mais il y a on est à la ramasse, encore- mais on est à la ramasse dans tout. Donc jusque-là, c'est pas. il y a encore trop de flou pour des jeunes véganes qui n'y connaissent rien, qui 3 ans plus tard disent ah bon. Ouais. Ah, et voilà, bah, tout le monde est passé par là à un moment ou un autre, sauf s'il a la chance de croiser les bonnes personnes ou de tomber par hasard sur les bonnes infos. Donc, au-delà de ce faux problème de la B12, on a tout ce qu'il faut. On peut équilibrer notre alimentation, on a tout ce qu'il faut. Et est-ce que ça vaut le coup, quelque part, de dépenser autant d'argent, de temps, d'énergie pour faire quelque chose qui, factuellement, ne sert à rien? Make sense. En fait, moi, je pense Là, que c'est très utilitariste sur la base. Non, C'est- ça fait sens. En fait, je pense que c'est. Je pense que les véganes et les gens qui sont pas véganes mais qui travaillent dans le clonage de viande sont deux chemins qui arrivent au même point. Oui, oui, mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens
Ça sert le même intérêt. Ça sert le même intérêt et t'as des gens qui vont jamais devenir vegan parce que des questions de marketing, parce que gneu la viande, je suis un homme, machin, mes couilles, tu vois. Et en fait, ces gens-là, ils vont être attrapés par ça alors que nous, on les aurait pas. Et t'as d'autres gens qui vont être convaincus et qui vont être attrapés par le véganisme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est deux chemins qui convergent et qui se rejoignent au même truc qui est arrêtons de zigouiller des animaux pour rien faire, tu vois. Alors, honnêtement, moi, je crois bien plus dans la prospective d'une acceptation du consommateur de la viande de clonage que de l'insecte. L'insecte, non, c'est fini. Hein. Ils essayent par tous les moyens, mais ça prend pas, les gens n'en veulent pas. Non, j'en veux pas, c'est horrible. Hein. Ah non, mais bon, voilà. C'est catastrophique. Hein. Les gens qui m'ont dit que je préférais devenir végétarien que de oui, manger les insectes. Mais en dehors de tout véganisme personnel, c'est absolument horrible. Enfin, visuellement, c'est catastrophique. En plus, c'est que des connards. Genre, vraiment, les gens qui font ces boîtes-là, ils ont des têtes de mecs qui sortent d'HEC. C'est là, genre, hey, on va révolutionner la tech de foot, de machin. Sinon, je ne mangerai pas The Bugs. Laisse-moi tranquille, je ne mangerai pas d'insectes. C'est culturel, Jacques. Dans différents pays d'Afrique ou d'Asie, ou même d'Amérique du Sud, les insectes se consomment de manière traditionnelle. À la marge, quoi. Et parmi les produits véganes, il y en a qui t'ont plus impressionné que d'autres dans ce que tu as pu goûter. Alors, est-ce que tu me demandes les trucs que j'aime beaucoup ou est-ce que la façon de fabriquer m'a impressionné de ouf? Ouais, non, plutôt ce qui t'a techniquement intrigué et impressionné. J'ai un exemple tout de suite. Ouais. C'est un truc que j'avais demandé à ma meuf pour mon anniversaire. Ouais. C'est un... Alors, j'ai oublié la marque. Je suis nul, j'aurais pu la citer. C'est un kit pour faire son camembert à la maison. Ah, Cashew Bear. Exactement. Ça vient d'Allemagne. Et ben voilà. Cashew Bear, donc en fait, c'est de la noix de cajou et tu fais du camembert. Ça prend 1 mois et demi. Seul désavantage, c'est long sa mère. Par contre, du coup, tu as des produits bruts, des ferments, et c'est le kit du petit chimiste, quoi. Et tu fais ton camembert à la maison. J'en ai fait plein, et autant au niveau du goût, c'est incroyable. Mais alors vraiment, c'est un des meilleurs fromages végé que j'ai mangé de ma vie. Alors qu'il est fait maison, tu vois, quand même. Et au niveau de la fabrication, c'est génial. C'est pas si compliqué. Non, c'est pas dur. Non, c'est pas dur, mais c'est génial. C'est vraiment, tu fais ta pâte de cajou, tu mets les ferments dedans, tac, tu le façonnes, machin, tu mets du sel par-dessus pour faire la croûte parce que tu comprends que la salination enlève la flotte et donc du coup, machin, c'est génial. Le seul problème que je trouve à la création de fromage affiné maison, c'est le contrôle de l'hygrométrie et de la température. J'en ai foiré plusieurs. T'as intérêt à avoir une cave à vin en fait, que tu mets que pour ça. Le frigo, quand il est trop froid, il fait trop de flotte. Et j'en ai déjà eu qui ont eu des mauvais champignons dessus. Mais du coup, avec l'œil, t'apprends à reconnaître les bons et les mauvais champignons. Du coup, après, tu sais, tu vois. Mais il y en a 2-3 où je les ai goûtés, ils étaient un peu incertains. Mais voilà, tu sais du fait maison. Au pire, t'as une bonne chiasse. Bon. Allez. Non, mais tu vois, j'ai envie de te dire, quand on est à faire du fromage à la maison pendant 1 mois et demi, t'es suffisamment motivé pour. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Et t'as déjà goûté de la viande végétale imprimée en 3D? Non. Ah, il faut que tu goûtes ça. Ça a l'air vraiment bizarre, ça, par contre. Ouais, mais j'en ai dans le congèle. Mais qui fait ça? Il y a une boîte? Il y a une boîte israélienne qui s'appelle Redefined Meat. Ok. Et c'est quoi, en fait? C'est fait avec quoi? Ah bah alors, il y a 4 produits, aussi la prod de soja. Tout ce qu'on connaît, quoi. Non, mais il y a rien d'exotique. La compo, elle est ultra clean. C'est juste qu'ils ont des machines de fou pour faire l'impression 3D, pour faire de la fibre musculaire avec de l'injection de gras au bon endroit. Et moi, je l'ai goûté au Cial cette année. C'est juste fou. Et j'en ai un paquet au congèle. Et maintenant, il faut que je le teste. Je ferai une vidéo bientôt pour vous montrer ce que c'est. Ah bah c'est trop bien. Mais abonnez-vous à la chaîne de Cardinal. Ouais, ça serait bien. Par contre, ça coûte un bras aussi. Hein. Ah ouais, ah ouais. Là, on est à 35 € pour 300 grammes. Ouais, tu l'achètes vraiment pour le test? Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, c'est même pas vraiment commercialisé, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus bluffé, quoi. Putain. Et Impossible. Tu l'as goûté, Impossible? Oui, bien sûr. Non, deuxième truc qui m'a vraiment impressionné, c'est quand, parce que du coup, je pouvais en acheter au supermarché, le Just Egg. Ah oui. Just Egg, je sais que ma copine n'était pas très convaincue par le goût, moi si, de fou. Et en fait, vraiment, Just Egg, c'est un truc où tu fais genre ch'plic, et c'est du mung bean, là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est de la fève de haricots jaune. Vraiment, pour les petits déj, c'est pépite, ça. C'est pas mal. Et il y a la version déjà cuite, congelée. T'as juste à réchauffer à la poêle. Ok. Ah, je connais pas. T'as les deux. Oui, mais j'aime bien le côté, c'est le matin, tu coupes 3 champignons, 2 bouts de trucs verdure, et tu te fais une petite omelette le matin, tu vois, en 2-2, quoi. Ouais. C'est vraiment trop bien. En gros, je suis d'accord avec elle sur le goût. Ouais. Parce qu'en fait, il suffit de rajouter du sel noir de Kalanamac. Et là, t'as le goût soufré de l'œuf qui pue, quoi. Et on appelle le sel goupet. Et le sel goupet est magique. Voilà, c'est ça. Tu ouvres la boîte, c'est qui? C'est qui? Défonce-toi. Je regarde mes 3 chats. C'est qui?
Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Et bien, tu as une boîte de food tech française qui s'appelle Le Pas Pondu. Ah oui, c'est deux nanas qui font ça, non? Oui, exactement. Elles sont très fortes, elles. Hein. Ouais, ouais. Elles sont Et très j'ai leurs produits et Ouais. c'est très bien. Et ben, je trouve ça mieux. J'ai pas eu l'occasion de goûter, mais je connais leur boîte. Ah, il faut que tu goûtes. Je les ai déjà vus sur Instagram. Ça va te plaire. Ok. Puis c'est dispo en France. Ouais, ce qui est Alors que Just Steak, toujours pas. Hein. Il doit arriver en 2023 hein, Ah ouais en Europe. Ah putain, déjà que Beyond Meat, on l'a attendu longtemps. Ouais. Bon, bah, on verra. Et puis à quel prix surtout. C'est toujours le problème, c'est d'avoir des innovations vraiment attendues. Où tu dis, ah, bah, aux États-Unis ça coûte tant, tu dis, ah, c'est chouette. Puis tu arrives en France, ça prend 30% de plus. Tu fais, ah ouais, mais c'est plus concurrentiel avec le vrai produit. Alors, je suis très très bullish, moi, sur un truc. Ouais. Qui est que, effectivement, t'as pas de gens qui disent, ouais, mais les machins vegan, c'est cher. Mais, moi, C'est pas forcément vrai. Alors, déjà, c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai pour certains trucs. Moi, ce que je pense, qui est absolument pas original, parce que tout le monde le sait, c'est que les produits carnés et dairy, etc., leur prix est artificiel. Bah, tout est subventionné. Voilà. Donc c'est injecté artificiellement sur le Exactement. tarif. C'est-à-dire qu'en fait, cette subvention qui est partie européenne, partie nationale, elle ne pourra pas durer dans le temps. C'est impossible, surtout avec les objectifs climatiques, etc. Donc en fait, quand on va remettre des vrais prix de marché dans ce délire, ça va être beaucoup moins cher d'acheter des trucs véganes plutôt que d'acheter le produit d'origine, entre guillemets. Parce que tu prices de la viande ou du yaourt, etc. à des prix normaux. Sans subvention. C'est impossible. En achetant du lait à un prix normal à un agriculteur et sans subvention, aujourd'hui le yaourt est inachetable pour tous les Français. C'est impossible. En fait, on est déjà compétitif, mais on n'est pas dans un vrai marché libre, on est dans un marché faussé par des subventions de l'État qui n'ont pas lieu d'être. Ah, mais on est d'accord. Donc tu dégages ces subventions, tu remets un vrai marché libre, les produits véganes défoncent tous les produits carnés, instantanément. Ouais, j'avais lu un article d'un économiste qui prenait l'exemple des coffee shops. En disant, aujourd'hui, on voit que la majorité des établissements mettent un supplément sur le lait végétal. Oui, Starbucks encore aujourd'hui. Hein. Ah non, c'est gratuit maintenant. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ah ouais, moi La non plus, bonne je vais nouvelle. plus quoi. Mais, Non, mais bonne nouvelle, c'est bien. ouais, mais c'est chouette. Mais donc pendant des années, effectivement, eux ont eu cette politique de rajouter 30 ou 50 centimes sur ta boisson, quelle que soit la quantité de lait d'ailleurs, très arbitraire. Tu prends un lait de soja, c'est plus cher. Ouais. Voilà. Et il disait, en fait, s'il n'y avait pas les subventions en Europe, c'est le lait de vache qu'il faudrait payer 1 euro de plus par service parce que le lait végétal coûterait moins cher. Ce serait la base. Littéralement, ce qu'on appelle du lait végétal, c'est tu prends 100 grammes de noix random, tu mets de la flotte dessus et tu fais pouic pouic. Voilà, t'as du lait quoi. Enfin, c'est-à-dire, vraiment, Presque. en termes de production, c'est d'une efficacité, mais ça va vite, c'est facile à produire. Après, il y a des petites recettes, des petits trucs. Je fais des petites blagues pour suis raccourcir d'accord. le processus. Je suis d'accord. Voilà, c'est assez génial quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas techniquement délirant, c'est facile à produire en masse, sauf que voilà. Après, il faut que l'offre et la demande suivent, et ce qui n'est pas toujours évident, surtout par rapport au prix, parce que même si je suis d'accord avec ton analyse que le marché est faussé en termes de subventions, il n'empêche que pour le consommateur, c'est pas quelque chose qu'il peut entendre. On sait que ce qui sort de sa poche, moi, tu pourras lui dire mais tu devrais payer plus cher. Non, cet argumentaire-là, c'est pas de le dire au consommateur. Non, bah non. Moi, parce que mon argumentaire, c'est d'attendre. Parce que ça ne peut que s'éclater, ce système-là. C'est-à-dire que je suis très confiant dans le futur parce que le but, c'est pas d'argumenter avec le consommateur en disant tu es un mauvais consommateur, tu devrais acheter plus cher, un truc que tu connais pas. C'est juste, on attend. Le marché, il est faussé, il est pourri et vu les objectifs climatiques de l'UE, ça veut pas tenir. Donc on attend, ça va se péter la gueule. Pour moi, c'est une évidence. Et tranquille, quoi. Espérons. On va changer de sujet. Ouais. On va revenir sur ton activité professionnelle, sur ta chaîne. Et je me suis posé une question, parce que comme je le disais, il t'a échappé 2-3 fois depuis que je regarde tes vidéos, tu dis que tu es vegan, et puis bon, tu glisses sur autre chose. T'en fais pas du tout l'apologie, ce qui est tout à fait logique, c'est pas le lieu. Mais c'est pas un peu frustrant parfois? En fait, je me mets pas de limite. C'est-à-dire que s'il y a un sujet dont on parle qui a un rapport avec le véganisme, je dis que je suis vegan, machin, mais en fait, à chaque fois, des gens le découvrent parce que j'en parle pas tout le temps, tu vois. Et en fait, non, surtout, c'est aussi que je me suis pris pas mal de vagues de harcèlement, mais qui étaient surtout liées à Twitter, et depuis que je suis plus dessus, ça fait très longtemps que je suis plus dessus maintenant, et ça change beaucoup de choses. Ouais. C'est beaucoup mieux. Mais je me souviens, tu vois, genre vraiment, mais le classico, tu vois, genre je me souviens d'un truc incroyable qui m'était arrivé où vraiment, nous, tous les hivers avec ma meuf, tu vois, on invite des copains, on fait une espèce de fondue Violife, raclette Violife, le classico de l'hiver qui fait plaisir, tu vois. J'avais juste mis une photo de ça, mais c'est parti genre en 800 retweets, en bail de genre, ils appellent ça une fondue, ouais, génial, machin, nanana. Et en fait, j'ai pas envie de subir.
Je suis pas un punching ball en fait, tu vois. Non, non, je comprends. Donc en fait, bon bah. Non, mais En fait, c'est ça, j'ai pas envie de subir gratos des trucs, de machin, tu vois, j'ai pas l'âge. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, mais je comprends. Non, mais je comprends. je- T'as pas envie d'exposer plus que nécessaire face à des trolls stupides. ouais, en fait, j'ai passé l'âge de lire des gens de 17 ans avec une pépé football, tu vois. C'est aussi pour ça que je me suis barré de Twitter. C'est qu'en fait, j'ai pas l'énergie. Non, mais c'est tellement toxique ce Je réseau. l'ai pas. Moi, j'ai fermé mon compte depuis un bout de temps aussi. Hein. Ouais, voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà, mais j'en parle plus hors Twitter parce que c'est génial, on peut parler à des gens, et même des gens qui disent ah je comprends pas et tout machin, mais du coup, tu vois, t'es sur Twitch par exemple, tu passes 10 minutes à parler, ils font ah ok, bon je comprends, c'est pas mon délire, machin. Mais bon, il y a une discussion, tu vois, et c'est cool. Mais ouais, non, je suis un secret vegan. J'ai pensé à te poser cette question par rapport à une de tes vidéos il y a pas longtemps, il y a 2 jours là, sur Radisx TV, où tu parlais des pubs présidents éclatés au sol. Oh putain, tu mettras un extra au montage. Non, non, je mettrai un lien pour que les gens aillent voir ce truc, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et en fait, bon, j'étais d'accord avec toi, hein, La mais pub est horrible. Ouais. c'est ignoble, mais je me suis dit, moi, je me serais pas gratté pour mettre une pique en disant, en gros, en plus, faire des publicités de merde pour des produits de merde qui n'ont aucun avenir. Enfin, j'aurais forcément eu un truc qui sort des tripes à un moment. C'est hyper pour me dire, intéressant. Pourquoi je l'ai pas fait? Ça, c'est volontaire? Oui. Ah, ça Pourquoi c'est m'intéresse. volontaire? Parce que un argument, c'est une arène. Ouais. Il y a le lieu et l'endroit. Mhm. Si je fais une vidéo pour dire cette campagne de pub président elle est vraiment calamiteuse, voilà pourquoi, je parle de marketing. Oui. Si je rentre des arguments véganes là-dedans, c'est une brèche pour des gens qui vont me dire voilà. Que tu attaques la forme, En fait, mais parce que tu n'es pas la pub d'accord sur elle le est fond. très bien, c'est juste que comme tu es vegan, tu machin, nanana. Donc en fait, il faut pas que je fasse ça. C'est ni le lieu ni l'endroit pour le faire. C'est Smart. stratégiquement pas bon. C'est malin. Ok, merci. Ok. Voilà, Ok, objectivement, tu vois. c'est bon. Non, mais ça me va. Voilà. Ça me va. Bon, on va être sérieux un instant. On va parler des huîtres. Non. Ah. Non. Souvent, c'est la question que tu poses à des véganes. Non, je la pose pas parce que. Non, toi non, mais genre, c'est la question de ce genre. Et alors, les huîtres? Et alors, hein, C'est la question. Les êtres sentients. Non. La question, elle est, mais vraiment sérieuse pour le coup, parce que toi et moi, on a cette passion sur la tech. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Moi, je m'en cache pas. Hein, je vous en parle souvent. Même on parle souvent de sécurité, de protection des données. C'est pas dans mon sujet, mais souvent je suis obligé de T'es dans le délire aussi. hein, signal, hein, on y va, Signal, la base. toujours, mais pas que. Bon, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer depuis 20 ans, 30 ans. Hein, ça fait vraiment beaucoup de temps que je suis dedans. Et j'ai cette vision un petit peu innocente de la culture cyberpunk avec le côté dire, ouais, mais en fait, la tech va sauver le monde, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es toi aussi dans ce délire? Est-ce que tu crois que nous allons être sauvés par la technologie? Cyberpunk, est-ce que tu voulais dire cyberpunk ou cypherpunk? Cyberpunk. Ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça nécessite une petite explication Une parce que alors énorme là, explication, ouais, ouais. on va faire. Bref. Toute la culture cypherpunk, Ouais. moi une culture avec laquelle je m'identifie énormément, Ouais. C'est des gens qui, très résumé, disaient justement les algorithmes vont sauver les gens. Et les algorithmes d'encryption particulièrement. Et c'est de toute cette culture cypherpunk des années 90 qui sont sortis PGP, Bien sûr. qui permet d'encrypter des messages, sur lequel est aujourd'hui basé Signal, tu vois, c'est quand même ce genre de concept, tu vois, qui fait qu'on a des conversations vraiment privées. Et surtout, la grande innovation, c'est quand même Adam Back qui arrive avec l'algorithme de Proof of Work de Bitcoin, qui sera réutilisé dans Bitcoin plus tard, tu vois. Ouais. Toute cette culture cypherpunk, moi, c'est un truc qui me parle énormément. Tu vois. Ouais. Alors moi, je suis plus sur le côté cyber avec la cybernétique, Oui, moi, je suis très, l'intelligence artificielle. Je sais que surtout en Bien rapport sûr. avec attention, l'instant où on dit des dingueries, Ouais. surtout sur tout ce qui est tu vois climat, etc. machin, il y a plein de gens qui disent la technologie va pas nous sauver, etc. machin. Je pense l'inverse radical. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les humains ont toujours inventé des choses pour régler des problèmes. Et le jour où on arrête d'inventer des choses pour régler des problèmes, on est juste mort, en fait. Tu vois, on est à l'état de mort cérébrale. Et non, au contraire, oui, je pense que inventer des trucs va nous sauver complètement. Tu vois, que ce soit pour les... Je parle beaucoup de climat, mais parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans la climatech, justement. Bien sûr, bien sûr. Qui sont pas juste... Il faut séparer aussi le côté bullshitologie, start-upper, école de commerce, et des vrais ingénieurs qui bossent sur des vrais trucs, tu vois.
Mais tu vois, sur les réacteurs nucléaires qui consomment de moins en moins de carburant pour fonctionner, qui ont de moins en moins de déchets dégueulasses, tu vois, le nucléaire qui d'ailleurs est CO2 négatif, tu vois, des trucs qui sont hyper intéressants. Sur le côté plus cypherpunk, on est dans une société qui est de plus en plus écoutée, qui est de plus en plus tracée, et tu vois, la réponse à des Facebook et des WhatsApp, etc., c'est Signal qui existe, qui est maintenu par des cypherpunk. La réponse à la Banque Centrale Européenne qui va nous sortir un euro numérique d'ici 1 ou 2 ans, c'est Bitcoin, voilà, et moi je suis à fond dans ces mouvances-là. Ouais, moi je suis assez d'accord, je suis assez optimiste. Maintenant, le problème est que tout ça consomme de l'énergie, et qu'on dépend de l'énergie, et que... Mais est-ce que c'est mal de consommer de l'énergie? Ça dépend comment elle est produite. Les humains, exactement là où je voulais t'amener. On est d'accord. En fait, tout ce que fait un humain, c'est tout est de l'énergie transformée. Oui. Ta caméra, c'est de l'énergie transformée. Voilà, on ne fait que consommer de l'énergie, sinon on ne vit plus. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on crame du pétrole dégueulasse ou est-ce qu'on a des turbines, de l'hydro et du nucléaire? Oui. Pour moi, c'est ça la vraie question. En fait, je suis pas du tout dans le délire de il faut consommer moins d'énergie et tout. Non, il faut limite consommer plus d'énergie, parce que c'est en consommant plus d'énergie qu'on va inventer des... Enfin, tu vois, plus on consomme d'énergie, plus on invente des trucs. Maintenant, c'est la qualité de cette énergie et son côté dégueulasse ou non qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Ouais, mais tu vois, on revient à ce problème, justement, de la production d'électricité. On prend la caricature qui parle à tout le monde, hein, mais la voiture électrique, on la pousse en disant c'est beaucoup plus clean. Alors c'est vrai que au quotidien, avoir ça, tu vois, je préférerais qu'on remplace toutes les bagnoles par une électrique, par exemple. Ouais, sur le temps. sauf que le problème, c'est que au niveau France, c'est vrai dans un certain domaine, parce que oui, nous avons une énergie décarbonée au maximum. Mais si tu regardes sur les cartes européennes, la France, on est pour le coup plutôt bon élève. Hein. Oui, c'est vrai. Les Allemands, avec leur truc au charbon dégueu... Et ben voilà, le problème, c'est qu'une voiture électrique qui est en Allemagne, elle consomme énormément d'électricité carbonée. Ouais. Et donc le problème n'est pas le tout électrique, c'est comment est produite cette électricité selon la région du monde. Et on est très très loin d'avoir une énergie propre produite partout dans le monde, tu vois. Je suis d'accord, et pour moi, c'est un process. Pour moi, c'est l'un pousse l'autre, qui pousse l'un, qui pousse l'autre vers un machin plus vertueux. C'est parce qu'on a des voitures électriques cool, qui donne envie aux gens d'en acheter parce que c'est performant, parce que c'est joli, etc., que c'est pas de bruit, que du coup, ça va pousser les politiques publiques à aller faire de l'énergie plus propre, à aller machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout ça va dans une même direction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, selon ta situation, par exemple, si tu as une voiture thermique qui consomme de l'essence, mais qui est très récente et qui est très performante et qui consomme peu d'essence par rapport à une vieille voiture, peut-être que ça vaut pas le coup de la changer pour une voiture électrique. D'un rapport purement climatique, tu vois. Peut-être que ça vaut pas le coup. Il y a des calculs comme ça qui sont faits, c'est vrai. Mais c'est une tendance. Oui. C'est une tendance longue. De toute façon, ça va pas changer en 5 ans. Ça va prendre un temps infini parce qu'on est à l'échelle de la planète et que tout prend un temps fou, tu vois. Mais ça va vers quelque chose de chouette, tu vois. Vivement l'avion hydrogène. Hein. L'avion hydrogène, même l'avion électrique, il y a des protos qui sont vraiment super cool. Hein. Ouais, mais ça reste... En fait, par rapport aux urgences, on voit qu'il y a des possibilités, mais ça reste très théorique, très prototypaire, et on est très loin d'avoir une production de masse. Le monde qui me fait bander, c'est pas revenir au vélo. Même si j'en fais, d'ailleurs je suis cycliste en plus, mais ce que je veux dire, c'est pas me dire, bon, allez, je vais plus du tout voyager, et machin. Mais c'est nul en fait, tu vois. Non, je veux qu'on pousse de fou malade, qu'on ait des avions électriques, machin, que tout le monde ait un confort de vie qui augmente, quelle que soit ta classe sociale, etc. Et que la techno augmente pour que ça soit de moins en moins dégueulasse. Là, moi je suis tout à fait d'accord. La question, c'est le temps qui passe vite par rapport à l'urgence. Parce que l'urgence, elle est réelle. C'est vrai, par contre. Ouais. C'est ça le problème. Il y a des idées, il y a des intentions, mais ça va prendre du temps. Ouais. L'aton. Et là, je suis pas assez expert. C'est intéressant parce que tu as évoqué le Bitcoin. Ouais. Dans les évolutions de ta chaîne, tu parles régulièrement de finance ou de crypto. Ce que je trouve absolument passionnant, parce que moi, honnêtement, c'est un univers que je connais pas du tout à la base. Bon, un petit peu les cryptos, hein, j'ai un peu d'Ethereum, j'ai un peu des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Oui, j'ai une grande tristesse par rapport à ce sujet. Ouais. Si je peux la partager sur une chaîne de gens qui n'ont rien à foutre de ce sujet-là, c'est que c'est vu de l'extérieur, surtout Bitcoin. Moi, je sépare Bitcoin et les cryptos. Ouais. On pourra revenir dessus après. Bien sûr. Mais c'est que c'est vu comme un truc de boursicoteur, start-upper un peu nul, tu vois, genre des mecs un peu puants qui veulent juste faire de l'argent, machin, nanana. Bah non. Alors que c'est un outil de libération absolument incroyable qui devrait intéresser
tous les gens, quelles que soient vos sensibilités personnelles, quelles que soient vos idées philosophiques du monde, etc. C'est un outil qui est là pour les gens, tout comme l'encryption de messages est là pour les gens. Et ça justement, ça redonne le pouvoir à des gens qui aujourd'hui n'ont aucun contrôle sur leur monnaie, sur etc. Moi, je suis très très bitcoiner. J'ai énormément de bouquins là-dessus qui m'ont marqué à vie. Et c'est un truc que je partage de plus en plus parce que je le partageais pas avant, parce que c'était un peu hors sujet. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler un petit peu plus et c'est un sujet qui me touche énormément. Ouais. Et ben alors, la question que je vais te poser, elle est en lien avec ça. Est-ce que tu connais le Vegan Coin? Mais c'est certain que ça existe. Et ça existe. C'est évident que quelqu'un a fait son shitcoin. Ça existe. Ça existe. Et donc, tu le connais pas? Tu n'en as jamais entendu parler? Non, je sais pas. Faudra que tu regardes si. Je vais regarder, ouais. En fait, c'est lié à une app et l'idée derrière, si j'ai bien compris, c'est de rendre cette crypto utilisable. C'est-à-dire qu'ils ont des partenaires physiques où tu peux acheter et c'est que des enseignes éthiques. Oui, véganes. ils veulent faire un truc un peu monnaie alternative, etc. Exactement. Tu vois. Le truc, c'est que Bitcoin remplit ces usages-là, quoi, objectivement. Ouais. En temps normal. Mais c'est pour ça que je sépare les deux et on peut en parler vite fait si tu veux. C'est que en fait, Bitcoin, c'est une invention en 2008 par un mec inconnu qui n'a jamais pris d'argent et qui a disparu du jour au lendemain. Le fameux Satoshi. Satoshi, paix à son âme. Et c'est une hydre sans tête, si tu veux. Il y a une espèce d'immaculée conception dans ce projet qui est de dire, bah voilà, on va pas mettre des humains à la tête de la banque centrale. Le contrôle du réseau et de ce qui se passe dessus, ça va être n'importe qui fait tourner un nœud Bitcoin. Alors le nœud, c'est pas du minage, c'est-à-dire que ça consomme pas d'énergie de faire tourner un nœud. Il y a un nœud ici, d'ailleurs, il fait pas de bruit. Voilà. Et voilà, en fait, personne ne contrôle, c'est un algorithme neutre et on va aller bancariser des gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à des services bancaires et qui sont au contraire sous tu vois, la pression d'États qui sont pas le leur par rapport à leur monnaie. Je parle des pays qui sont dollarisés ou des pays en Afrique qui ont le franc CFA par exemple. Tu vois. Et c'est vraiment vraiment génial. C'est vraiment vraiment trop bien. Lisez plein de bouquins, lisez Save Dynamus, lisez plein de gens comme ça, c'est formidable. Ah mais je suis d'accord. Je suis d'accord que il y a un moment, la monnaie décentralisée, le concept me paraît primordial pour une indépendance. Mais bon, on est au balbutiement finalement. Ouais, on est au balbutiement, c'est assez intéressant, mais ouais. Ça fait peur aux États. Et surtout, ça fait peur, et surtout ça qui est drôle, parce que du point de vue extérieur, les gens se disent c'est un truc de boursicoteur. Mais moi maintenant, je leur parle aux boursicoteurs. Parce qu'en fait, je suis invité dans des médias finance, dans machin et tout. Et moi, ce que je leur dis, c'est bah, aujourd'hui, j'ai retiré mon argent de tout. Et je n'ai que du Bitcoin. Et voilà pourquoi j'y crois pas. Voilà pourquoi je ne crois pas en l'euro, je crois pas en le dollar, je crois pas en machin. Je pense que tout ça va se péter la gueule, que les mécaniques de consensus de monnaie sont flinguées, que voilà. Et en fait, ces gens-là sont là genre, il y a une espèce de petit genre d'agrippage de perles, tu sais, genre mais quand même, oh là là, mais s'imposer. Puis moi j'aime bien Christine Lagarde, elle est sympa, machin, tu vois. Et... Tu sais qu'elle est végétarienne? Sérieux? Ouais. Ouais. Et tu sais qu'elle a évité la prison? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et voilà. D'ailleurs, tiens, on va revenir sur cette histoire de finance. Là, tu parlais. Je me suis posé une question quand tu faisais ton truc sur Trade for Goods. Ouais, on a fait une émission de finance pendant 6 mois. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que aujourd'hui acheter des actions dans des entreprises véganes, ça peut être considéré comme un acte militant pour les soutenir, ou est-ce que c'est vraiment rentrer dans un jeu vicieux qui sert à rien? Non, t'as plein de gens qui pensent. Après, quel est ton état d'esprit par rapport à la finance en général, tu vois? Ouais. Moi, j'en ai pas un mauvais du tout. Et en fait, la finance, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de branlettes autour de ce monde-là, en fait, tu vois. Que ce soit des gens qui sont dedans, qui utilisent plein de termes compliqués, alors qu'en vrai, tu peux apprendre et comprendre à peu près de quoi ils parlent en une après-midi, tu vois. Ou que ce soit des gens qui sont complètement externes et qui, et tu vois, ils connaissent 2 mots, genre BlackRock et machin truc. Et en fait, c'est pas comme ça que c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas comme ça que ça marche. Et non, au contraire, c'est une forme de militantisme que j'ai fait d'ailleurs. Et qui est très très vertueuse, parce qu'au final, une place de marché, qu'est-ce que c'est? Une place de marché, c'est un endroit où des sociétés qui ont des projets qui ont besoin de financement vont aller chercher du capital pour aller faire des choses.
C'est littéralement juste une ressourcerie. C'est une très grande ressourcerie dans laquelle on va s'échanger du capital pour avancer des projets qui vont ensuite faire plus de capital, etc. Non, moi je trouve ça vachement bien. D'ailleurs, il y a un ETF vegan qui existe. Ah ouais? Bien sûr, il y a un ETF de tout. Il y a un ETF vegan et il y a des gens aussi qui ont des fonds d'investissement militants sur le véganisme, mais pas que, sur le climat, sur plein de trucs et tout. Et non, c'est une forme qui, justement, comme elle nécessite de comprendre un peu le système, est un petit peu boudée par tout le monde et qui mériterait qu'on s'y intéresse un petit peu parce que ces outils-là, ils peuvent être utiles à plein de gens si tant est que tu aies la volonté d'aller apprendre comment ça marche un petit peu, tu vois. Ah ouais. C'est pas juste inaccessible. C'est pas vrai. Tu vois. Ça demande un peu d'effort. Ça demande un peu l'effort. Mais c'est pas non si plus. ça t'intéresse, tu peux. Ok, je me posais la question parce que j'avais pris l'application Trade Republic avec les 50 € d'actions. J'ai eu 50 € de Tesla, tu sais. Bah en fait, j'étais sponsorisé par Trade Republic et c'était hyper marrant parce que j'étais client chez eux. Donc c'est un broker, c'est une application. Oh. C'est ma montre. C'est un broker qui permet de faire de l'achat d'actions, etc. Ouais. Et j'étais client chez eux et puis ils nous ont envoyé un mail pour une sponsor alors qu'ils savaient même pas que j'étais client chez eux. C'était génial. C'est le genre de partenaire, j'adore avoir ça. Ah oui, c'est cool. Parce que vraiment, tu les connais déjà, tu connais le produit, c'était mon broker. Parfait. Ah ouais. Beaucoup de chance. Vraiment, ah ouais, donc moi, j'ai été, après l'interview, moi j'étais convaincu d'essayer. Surtout, voilà, quand t'offres 50 € pour essayer de machin, tu vois, j'essaye. Il fallait injecter 50 € de plus. Et j'ai pris du Hotly. Ah ouais? Ah, c'est drôle. Ah ouais, j'ai dit, allez, j'achète un truc vegan. Un truc que tu connais, Hotly, ouais. Et bon. Comme toutes les boîtes véganes. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est l'analyse sectorielle du marché vegan. En fait, le marché vegan, du point de vue de la haute finance, comment est-ce qu'il est vu? Il est vu comme de la food tech, et donc il est vu comme de la tech. Donc il faut voir que les actions tech, elles sont tradées dans un panier, elles sont tradées tout le temps pareil. Tu peux les corréler entre elles, c'est assez marrant d'ailleurs. Et en gros, quand tu as énormément d'inflation, qu'est-ce qui va prendre un coup? C'est les actions tech, tout de suite. Parce que c'est les actions les plus volatiles et donc c'est les actions les moins safe, entre guillemets. Et les gens vont plutôt aller acheter de la dette d'État, vont aller acheter de l'or, du machin, des trucs. Et donc, quand tu es au contraire dans une période de QE restreint où on n'imprime pas beaucoup de billets, où il n'y a pas beaucoup d'inflation, là, les valeurs tech remontent et les valeurs véganes aussi parce qu'en fait, elles sont considérées comme des valeurs tech. Ah, c'est super intéressant. Voilà. Donc, en gros, l'analyse globale du marché vegan vue par des gens de la finance, c'est celui-là. Et si tu veux savoir à peu près quand est-ce que risque de monter une action vegan ou non, tu regardes où est-ce qu'on en est d'un point de vue macroéconomique sur l'inflation et tu as à peu près une vision à 6 mois de ce qui va se passer. Tu m'en diras, attends. Bon, mon cher Hardisk. Yes. J'en ai fini avec mes questions. J'espère que ça t'a plu. C'était super. Franchement, j'ai pas souvent l'occasion de parler de ça. C'est l'occasion. Bah voilà, c'est l'occasion d'en parler avec toi. On se connaît depuis longtemps. Tu vois, véganisme, tout c'est cool. Tu m'as offert en plus, avec grande gentillesse, la 2e édition de la petite boucherie végane de Sébastien Cardinal. Moi, j'avais la petite crèmerie végane à la maison. Oui. Mais j'avais pas la petite boucherie dans laquelle vous retrouverez des recettes incroyables, comme par exemple la mousse. La mousse. Enfin, la mousse. Alors, j'espère que tu aimes le gluten. Tu vas J'adore le gluten. Ça va directement dans le pantalon. C'est parfait. Allez, tu vas adorer. J'ai une petite anecdote pour vous, parce que peut-être que sans Monsieur Hardisk, je ne ferai pas de vidéo. Parce que la première fois que j'ai fait une vidéo cuisine, c'est toi qui l'as tournée. Ah oui, c'est vrai. Dans un Airbnb loué avec Vertige. C'est vrai. Pour sa chaîne, une vidéo qui n'est jamais sortie parce qu'elle a arrêté sa chaîne. Ah ouais, on avait fait des burgers. Et on avait fait des burgers. Un peu classique, tu vois. Ouais, mais parce que c'était cool. Mais bon, la cuisine était, avec le recul maintenant, avec l'expérience, elle était tellement pas adaptée avec la colonne au milieu. On a fait ça comme on pouvait et tout. On n'en pouvait plus. J'ai vu complètement oublié que c'était la première fois. Et en fait, à la fin, je t'avais dit, ouais, j'ai pour projet de monter une chaîne, mais je sais pas trop si je vais me mettre là-dedans. Et tu m'avais dit clairement, me dit, bah, lance-toi, tu verras bien. Oui. Voilà. Et ça a fait son petit chemin. Donc, bah merci. Bah, ça me fait. Ça fait partie des graines qui ont été semées. Je suis une graine. Oh, c'est beau. Bon, non, sinon, vrai message, abonnez-vous à Sébastien Cardinal, vous faites chier. Voilà. À un moment donné, des gens bossent. Hein. Vous vous rendez compte de cet homme? Il a l'équivalent du PIB du Groenland en viande d'imprimante 3D dans son congélateur. Donc il faut s'abonner, ça suffit. C'est quoi ton prochain palier? T'es où là? T'en es où? Oh, loin. Je sais plus, j'évite les chiffres, c'est déprimant. Ok, bon, faites-le passer. Voilà, vous voyez le palier qui est en dessous, faites-le passer, allez-y, abonnez-vous. Un petit 20 000 serait cool. Hein. C'est très bien, très bien, un petit 20 000, let's go. Allez.
Bon, j'avoue, ça va être une recette un petit peu particulière parce qu'elle est occasionnée par la trouvaille d'un produit que je recherchais depuis longtemps. Et je sais d'entrée de jeu que vous aurez du mal à le trouver. Bien que. Voici une sauce pimentée qui vous rappelle peut-être quelque chose au niveau du design, pour les plus fidèles d'entre vous. Il s'agit d'une sauce de la marque coréenne Samyang et c'est la sauce pimentée extrême Buldak qui est réputée pour être extrêmement puissante. Et il y a quelques années, il y avait un défi qui circulait sur YouTube où il s'agissait de manger le plat de pâtes instantané avec cette sauce intégrée en moins de 7 minutes, sans boire d'eau, sans rien. Ah. Mais j'aime bien cette sauce. Et c'était accidentellement vegan qui m'avait dit que ça existait. Parce que oui, il y a comme toute une histoire derrière, c'est que c'est censé être une sauce pimentée hot chicken. Mais il n'y a absolument pas de poulet là-dedans, ni dans les pâtes. C'est pour ça que j'ai pu faire ce défi sans problème. Mais voilà, donc cette sauce, c'est pour rajouter un peu plus de piment dans le piment. Maintenant, bon, soyons clairs, sur l'échelle de Scoville, c'est noté à environ 10 000. Ce qui n'est pas énorme en soi, même si, honnêtement, dans la préparation avec les pâtes, ça donnait une petite sueur. Bref, je vais utiliser ça ce soir. En plus, j'ai des paquets de nouilles instantanées asiatiques comme ça. Donc, on est dans les standards. Maintenant, j'ai fait un petit truc, un mélange de légumes avec des trucs pour que ce soit bon. On va pas juste cracher le feu, ça ne sert à rien. Cette recette, je ne sais pas où elle mène. On verra à la conclusion. Je pense que je vous trouverai une alternative si vous ne trouvez pas ce produit ou si vous n'avez pas envie d'utiliser ce genre de produit. Pendant que ça finit de cuire cette partie-là, j'ai pas fait ce que je préconise toujours, c'est-à-dire goûter une sauce au piment avant de l'utiliser. Parce que je sais pas si elle est vraiment identique. Donc, je vais m'exécuter. Comme ça va me permettre de savoir comment la doser dans le plat. Parce que, si ça se trouve, je vais être timide. Et ce n'est pas nécessaire. Ou alors, au contraire, je vais être en confiance. Et là, je vais payer le prix cher. Allez, voyons ça. Une petite goutte. Juste comme ça. Ah oui, le nez, je le reconnais. Ah, je reconnais bien le goût. Voilà, il y a le kick. Oh, c'est bon ça. Oh, je vais me faire plaisir. Je vais pas faire le malin, mais je vais quand même être généreux. Et bah voilà, c'est l'heure de vérité. Alors, j'ai mis une cuillerée à soupe de la sauce pimentée de Samyang. On va voir si c'est
trop ou suffisant. En tout cas, ça sent très bon. Ah oui, hein, j'ai fait une portion pour une personne parce que Laura, non, elle ne veut pas jouer là-dedans. Hein. C'est l'heure de vérité. Mmh. 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 Alors, honnêtement, il y a une belle chauffe en bouche. Hein, c'est pas mal. J'aurais pu aller plus loin. Honnêtement, je pourrais peut-être doubler la dose. Peut-être. Ouais, je pense que c'est jouable. Maintenant, selon votre tolérance, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi. Justement, pour tous ceux qui me disent, oui, bon, alors déjà, moi, le piment, c'est mort. Et pour ceux qui aussi aimeraient trouver la sauce, mais n'auraient peut-être pas les moyens de le faire, parce que, franchement, même à Paris, j'ai galéré pour la trouver. Hein. L'alternative la plus raisonnable, pour moi, c'est que vous mettiez la sauce pimentée qui vous convient le plus. Parce que, de toute façon, cette sauce de Samyang, elle a un goût particulier. C'est pas juste quelque chose qui arrache, ça a un parfum, ça a une identité. C'est ce qui fait justement tout l'intérêt de la chose. Et je suis pas sûr de le retrouver ailleurs. Donc, je pense que la même recette avec n'importe quelle autre sauce pimentée qui a un bon équilibre et qui vous convient, dans la même proportion, vous devriez avoir juste la petite sueur agréable, sans plus. Bon, pour ceux qui sont vraiment intolérants au piment, je sais pas, mettez une cuillerée à soupe de ketchup, avec un petit peu de paprika. Il va falloir donner un peu plus de volume et du liant. C'est ce qui va faire que la pâte est bien nappée, mais sans excès. On ne veut pas que ça soit baignant dans une sauce. Il faut juste que ce soit en couverture. Donc oui, un ketchup, ça donnerait une bonne accroche, mais rajoutez des épices qui vous plaisent, type effectivement paprika fumé, ça pourrait être sympa, mais pas plus. Et là, vous aurez quelque chose qui ne sera pas pimenté. Ça ira bien. Voilà les amis, bon bah moi je vais me régaler. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je sais, j'ai cette fâcheuse tendance en ce moment à vous présenter des choses avec des plats d'inspiration asiatique, donc avec des produits asiatiques, et vous n'avez pas tous en France accès à ce genre de magasin, ce que je déplore parce que c'est vraiment des perles, ces produits très peu coûteux, très bons en bouche, avec des bonnes textures, des trucs un peu inhabituels. Malgré tout, j'ai remarqué quand même que dans les supermarchés, hypermarchés, ce type de nouilles, ça se trouve. Faites attention, il y en a certaines avec des œufs. Mais sinon, c'est pas impossible de trouver des équivalents, même en hyper. Donc soyez curieux, allez dans les rayons des cuisines du monde, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Et voilà, c'est fini. Alors pour conclure ce journal de la semaine, j'ai un truc qui me travaille un petit peu parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Ma maison d'édition a décidé d'arrêter la commercialisation papier de certains de mes livres. Alors, c'est pas que moi, hein, on est plein d'auteurs à qui ça arrive. Et c'est quelque part normal. Quand un ouvrage ne se vend pas bien, eh bien, il reste un certain stock. Et ce stock, ça prend de la place. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il peut s'écouler sur le temps ou pas? C'est un pari. Mais là, on parle plus de logistique que de qualité d'ouvrage. Donc, ça m'embête. Après, je comprends. Donc, la version numérique reste en vente. Et on va vivre quelque part les dernières heures de la disponibilité de certains de mes livres. Alors là où je suis vraiment un peu contrarié, c'est que autant il y en a un, bon, c'est pas grave, hein. Sans idée pour remplacer la viande, c'est un petit livre compilation de certains de mes ouvrages, pas cher, qui était destiné à la grande distribution. Donc celui-là s'arrête, ok. On pourrait retrouver tout le contenu ailleurs, c'est pas grave du tout. Par contre, celui-là me chagrine. C'est temps, ouais, alors ne faites pas cette tête-là pour certains, parce que je sais qu'il y en a qui adorent ce livre, qui ont fait toutes les recettes et qui le plébiscitent, et ça peut peut-être vous surprendre, mais visiblement, C'est temps est un livre qui n'a pas accroché plus que ça.
Alors c'est pas un bide, hein, attention. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il en reste un certain stock. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage, surtout qu'il a joué de malchance. Pour la petite histoire, c'est un livre qui est sorti, enfin qui devait sortir 2 jours après le confinement total. Voilà, souvenez-vous. Donc sa sortie a été repoussée en termes de disponibilité pendant plusieurs mois, voilà. Et seuls ceux qui avaient fait des précommandes sur la Fnac ou Amazon avaient reçu le livre et ont pu s'amuser justement à faire les recettes en étant confinés. Bon voilà, ça c'était ceux qui ont eu de la chance. Et puis bah, finalement, c'est un livre qui n'a pas bénéficié de la moindre promotion, pas de dédicace, rien, parce que tout a été mis à l'arrêt. Et voilà, je suis un peu fâché parce que je suis pas fâché contre ma maison d'édition, hein. Je comprends, mais je suis un peu fâché de me dire qu'un livre dans lequel j'ai mis tant d'idées et qui est tellement plébiscité par ceux qui l'ont n'a pas rencontré le succès que j'espérais. C'est embêtant. Et alors le dernier, là, pour moi, c'est personnellement plus touchant. C'est mon livre Food Porn Vegan. Ouais. Qui est un livre extrêmement personnel quelque part, où je me suis lâché, où j'étais dans un vrai délire, dans le côté no limite de la créativité, de street food revisité en façon vegan, mais aussi complètement décadente, un esprit que j'essaye d'insuffler dans le véganisme. Et c'est un ouvrage qui a beaucoup plu à ceux qui l'ont acheté. Mais malgré tout, voilà, le résultat est là, il en reste encore beaucoup et ils ne veulent pas le garder au catalogue. Bon, voilà. Alors, quelle est la conclusion de cette histoire? Si vous n'avez pas ces livres et que vous les voulez pour votre collection, précipitez-vous. Je ne sais pas en combien de temps ils seront complètement indisponibles, ni à la commande sur le site de la plage, ni sur les autres sites. Ça va rester sur les fonds de stock qui n'ont pas été restitués à la maison d'édition. Chose qui se fait une fois par an. Donc, oui, il y a un chrono. Ne tardez pas, ne vous dites pas « Oh, j'attendrai l'occasion », parce que je sais malheureusement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'avoir mes livres, mais qui attendent une occasion spéciale. Voilà. Et ben, l'occasion a pu se présenter. Donc, c'est urgent, c'est maintenant. D'ailleurs, comme je vous le disais, hein, je ne suis pas le seul touché par l'histoire. Les livres de Laura, que ce soit banane, bûche, vegan ou repas de tartine, font aussi les frais de ce grand ménage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en achetant encore ces livres tant qu'ils sont disponibles. Et après, rassurez-vous, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, qui disent « Oui, mais là, c'est pas le moment, j'ai pas d'argent », ce qui est tout à fait normal vu la conjoncture. Vous pourrez les retrouver plus tard, mais uniquement en version numérique. Mais moi, j'aime bien le numérique, donc je ne suis pas non plus effondré. Tant que mon travail est disponible sous une forme ou une autre, je me dis bah, tout va bien, je n'ai pas fait ça pour rien et vous pouvez encore en profiter. Mais je sais aussi que le livre numérique n'arrive pas en France encore à s'implanter de manière vraiment forte, et je le regrette. Parce que personnellement, je n'achète que du numérique. Mais bon, voilà, c'est très personnel. Je comprends qu'on soit attaché à l'objet. Allez, ça suffit, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, ça ne sert à rien, je compte sur vous. Je compte d'ailleurs sur vous pour me soutenir, là, maintenant, tout de suite, en lâchant les pouces, l'abonnement, enfin tout ça, hein, comme d'habitude. Et puis j'espère surtout que vous avez passé une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!